Bienvenue à tous et à toutes dans les podcasts audio et uniquement audio de l'Université Interage de Versailles. Nous vous proposons pour cette première édition de découvrir ou redécouvrir la conférence « La vie scientifique à la cour, comment faire un choix entre utopiste et vrai inventeur ». Cette conférence s'était tenue dans l'auditorium de l'établissement le 25 novembre 2010. Elle est extraite du cycle Versailles sous l'Ancien Régime 1682-1789, le mécanisme et les rouages de la cour au quotidien. Ce cycle, à l'époque, avait été présenté par Madame Odile Caffin-Garcy, conférencière. Les heureux hasards calendaires avaient permis de présenter cette conférence en écho avec l'exposition Sciences et curiosités à la cour de Versailles qui avait eu lieu la même année au château. Madame Caffin-Garcy illustre et argumente d'ailleurs ses propos à l'aide de documents extraits du catalogue ou de la revue de presse de cette exposition. Pour information, ce dernier document est toujours disponible sur le site du château de Versailles. Le catalogue de l'exposition est, lui, toujours en vente. Il reste également empruntable à la bibliothèque municipale de Versailles. Enfin, afin d'être complet, signalons l'exposition virtuelle Les sciences à Versailles, proposée par le château. Cette exposition virtuelle est visible sur le site du château de Versailles. En vous souhaitant une bonne écoute. Louis XIV, quand il s'installe à Versailles, définitivement, donc en 1682, n'est pas vraiment attiré par les sciences. En revanche, il a à ses côtés une sorte de Premier ministre qui est Colbert, qui va très très vite comprendre que les sciences peuvent lui apporter, au niveau de l'économie, de la guerre, peut vraiment contribuer à la gloire du roi, à la puissance du roi, et aussi à faire une France économique très, très importante. Je voudrais essayer de vous mettre dans l'état d'esprit de l'époque. On est encore, en Europe au XVIIe siècle, on est encore en proie à des profondes mutations. On est en profonde mutation, mais la France reste un peu en arrière. Effectivement, on se rend compte qu'il y a tout un mouvement d'idées, qu'il y a une réforme des esprits et que l'on laisse tomber en Europe, en général, la science scolastique qui est figée et qui recule au profit justement d'une science plus moderne où l'on va expérimenter et on va voir par toutes sortes d'expériences que ça donne. Un peu partout en Europe, ça se produit. Malheureusement, en France, on reste un peu en arrière et on peut dire que l'Université de Paris, qui est quasiment dirigée par la faculté la plus importante qui domine la toute, c'est celle de théologie. Et cette faculté de théologie qui est installée dans le collège de Robert de Sorbonne, qui deviendra la Sorbonne, joue un rôle très, très important et on pourrait dire qu'elle tire en arrière au lieu d'aller vers l'avant. Elle reste très figée, un peu sclérosée. Donc, alors, comment en arrive-t-on ? Donc, pour beaucoup de scientifiques, pour beaucoup de nouveaux qui veulent essayer de se détacher de cette université de Paris, de l'université en général, ils vont essayer d'attirer la protection royale, le mécénat royal ou le mécénat de quelques membres de l'aristocratie très proches, donc membres de la cour. Et c'est ainsi que petit à petit, quand on a fait une découverte ou quand on a l'impression d'avoir trouvé une machine ou un appareil qui pourrait faciliter le quotidien du roi, le quotidien de la cour, et que bien évidemment beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément les moyens de le construire, où veut-on trouver de l'argent ? Eh bien, c'est bien dans les proches du roi, c'est à la cour. Donc, la présentation au roi et les démonstrations devant la cour constituent la consécration suprême. En quelque sorte, quand on y arrive, c'est un peu l'équivalent d'un prix Nobel. C'est ce que Béatrice Saul vous a dit et ce que répètent beaucoup de scientifiques hier dans Racine et des ailes. Donc, la plupart de tous ces savants, ou quelquefois on pourrait presque dire ces charlatans, parce que comment peut-on faire le tri ?
Et comment la maison du roi, car c'est la maison du roi qui a ce rôle, on peut dire qu'elle en a énormément, je vous en avais parlé dans la première conférence, c'est elle qui va faire ce tri entre tous ceux qui veulent faire une démonstration et pouvoir montrer soit au roi, soit à toute la cour l'objet de leur découverte. Donc, pourquoi, vous allez me dire, puisqu'on va en parler tout de suite, pourquoi ne vont-ils pas voir les personnes compétentes, c'est-à-dire les savants de l'Académie des sciences? Tout simplement, ils ont peur de se faire éjecter, manu militari, et qu'ils préfèrent essayer de soudoyer par les relations et de s'introduire jusqu'à la cour. C'est pour ça qu'on va se rendre compte que, en fait, il y a beaucoup d'expérimentation à la cour, mais qu'il y a un tri qui sera quand même fait avant, et que ce tri, c'est la maison du roi qui va faire venir certains membres de l'Académie des sciences pour faire le tri parmi tous ceux qui se présentent. On se rend compte aux Archives nationales que quand on consulte tout ce qui a été, tous ceux qui voulaient, quelquefois il y avait 2 ou 3 demandes par jour d'artisans, de toutes sortes de personnes qui veulent absolument arriver à présenter quelque chose au roi. Alors, si vous voulez bien, je vais d'abord vous présenter le contexte, mais surtout, après ce contexte, vous présenter surtout les acteurs. Les acteurs qui vont devenir ceux qui sont incontournables, les acteurs de la science et qui sont les intermédiaires entre le pouvoir et les scientifiques. Donc, ce sont d'abord les académies. La création au XVIIe siècle des académies. Donc, je vais vous les citer très rapidement, mais il est difficile de vous dire l'Académie des sciences sans parler quand même des 4 autres et de vous les resituer dans le contexte. La première, dans ce XVIIe siècle qui va fonder les académies, c'est l'Académie française. Je vous les donne chronologiquement, volontairement, c'est plus simple, qui va être fondée en 1635 par Richelieu. C'est Richelieu et le roi qui en donneront les statuts. C'est tout simplement, depuis quelque temps, depuis les années 25, il y avait donc, à l'époque de Louis XIII, un groupe, une compagnie de lettrés, d'esprits brillants, qui avaient pris l'habitude de se réunir chez l'un d'entre eux et qui se voyaient régulièrement toutes les semaines. Richelieu va évidemment avoir vent de ces réunions et il va décider de les court-circuiter en les réunissant officiellement sous le nom d'une académie. C'est la toute première, donc cette compagnie est officialisée. Et on va lui donner des statuts et des buts. Et évidemment, les buts, vous le savez très bien, c'est la création et la mise en ordre d'un dictionnaire et de la langue française. Donc. La deuxième, c'est l'Académie royale de peinture et de sculpture qui est créée en 1648 par Louis XIV. De plus en plus d'artistes trouvent que la tutelle en fait de l'artisanat, des corporations est vraiment très lourde. Et pour vous donner un exemple tout à fait concret, il faut vous dire que les peintres artistes, les peintres, les portraitistes, les peintres de fleurs, les paysages est rentré dans la corporation des peintres en bâtiment. Il n'y avait absolument aucune différence. Donc vous comprenez un petit peu qu'avec une tutelle très très dure, parce qu'il fallait passer maître, donc toute la réglementation des corporations. Ce qui fait que déjà, depuis François Ier, beaucoup d'artistes, peintres, de sculpteurs voulaient essayer de s'attacher à la cour, d'être reconnus par le roi, de devenir sculpteur ou peintre officiel, et ainsi pouvaient se soustraire à la tutelle de la corporation et, si vous voulez, travailler pour le roi et de ce fait travailler aussi pour la cour, l'aristocratie et pour chacun. Chacun des particuliers. L'académie, la troisième, c'est l'Académie des inscriptions et médailles,
qui deviendra des inscriptions et belles-lettres. Donc tout à l'heure, peut-être que vous m'entendrez parler d'inscriptions et belles-lettres, mais c'est et médailles au début jusqu'à la Révolution française, qui sera fondée en 1663 par Colbert pour le service du roi et pour la gloire naissante du roi. Elle est chargée de rédiger, vous allez le comprendre tout de suite, les inscriptions commémoratives des hauts faits du règne, de donner son avis sur le projet de construction et de commande artistique et même les programmes des fêtes à la cour. Son rôle de conseil s'accompagnait d'un travail d'historiographe. La quatrième, c'est la fondation de l'Académie des sciences sous Louis XIV, 1666. Ça, c'est la plus importante. C'est celle qui va également nous occuper donc aujourd'hui. La même chose, comme pour l'Académie française, certains savants à Paris avaient pris de l'habitude de se réunir très régulièrement entre eux. Parmi ces savants, ils étaient très multiples, puisqu'il y avait mélangé les mathématiciens, des astronomes, des physiciens, des anatomistes, des chirurgiens, des botanistes. Et Colbert va très vite comprendre qu'il peut en tirer quelque chose d'important pour le roi et pour le pouvoir. Et c'est ainsi que cette assemblée de savants va être consacrée avec évidemment des règlements. Et Colbert va donc créer cette Académie des sciences en 1666. Au début, ils ne vont pas avoir forcément de lieu de réunion. Toutes ces académies vont utiliser la plupart du temps des bâtiments. Le Louvre, le roi a quitté le Louvre, hein. Donc il y a à la fois des bâtiments dans les Tuileries qui sont vacants, dans le Louvre. Les sculptures, peintures et l'Académie française sera réunie dans des salles du Louvre. En revanche, pour les sciences, c'était dans un bâtiment que vous connaissez bien, entre la rue de Richelieu et la rue Vivienne, la Bibliothèque nationale. Notre ancienne Bibliothèque nationale, mais dites-vous qu'il y a encore le département des manuscrits, vous avez encore certains départements, tout n'a pas été déménagé à la Bibliothèque Mitterrand. Et c'est rue Vivienne, dans une des salles de la Bibliothèque royale, que vont avoir lieu certaines expériences scientifiques et spécialement des dissections d'animaux dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis l'Académie d'architecture en 1678. Un autre acteur qui va être très important et qui va jouer un assez grand rôle, c'est la création de l'observatoire, hein. Donc depuis Copernic, la vision du monde a changé. On sait... Vous m'entendez pas? C'est pas assez fort? Ah bon, c'est bon, hein, là. C'est pas la peine que je hurle plus. Bon. Alors, donc, depuis Copernic, on avait changé la vision du monde et la Terre n'était pas le centre, hein, du monde, mais on a découvert que le Soleil l'était plutôt et que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Alors là, je vais vous dire qu'il est probable que ce n'est pas un hasard si le roi Louis XIV va choisir comme emblème l'astre solaire. Depuis 1609, l'invention de la lunette astronomique par Galilée va aussi changer tout un état d'esprit en astronomie, puisque ces lunettes permettent de révéler qu'il y a dans le ciel une richesse insoupçonnée, qu'on aperçoit quand même certains reliefs sur la Lune, les phases de Vénus qu'on peut observer, et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a des taches sur le Soleil. Et tout ceci va bouleverser vraiment les notions qu'on avait sur l'univers jusqu'à maintenant. Petit à petit, l'astronomie n'est plus, comme sous l'Antiquité, une astronomie contemplative, et elle va contribuer aux déterminations des latitudes faites à l'œil nu, à partir desquelles s'élaboraient les cartes qui étaient vraiment très sommaires à l'époque. La lunette va bientôt équiper les lunettes vont être bientôt équipées de dispositifs permettant des visées de plus en plus précises. Et puis, Huygens va inventer la pendule régulateur en 1657 qui va permettre de construire de bonnes horloges. Et l'astronome est alors prêt à fournir des latitudes et des longitudes, des lieux avec l'exactitude que souhaitaient les marins, les militaires, les voyageurs.
Et évidemment, on se rend compte, ce qu'il ne manque plus, c'est de réaliser les instruments d'optique qui vont permettre absolument toutes ces observations et qui vont aider, parce que ça aidera énormément les marins et les militaires, et puis quelques voyageurs aussi. Donc, tout ce contexte va conduire petit à petit à l'idée qu'il faut regrouper ces scientifiques, ces astronomes, et surtout sur un site, et leur donner un lieu de travail avec des laboratoires. Et c'est comme ça qu'en 1666, on décide de construire l'observatoire. Voilà, là je vous présente une page de l'encyclopédie, une des planches et pages de l'encyclopédie qui vous montre des instruments d'optique. Vous allez voir à l'entrée de l'exposition ce magnifique tableau de Testelin qui vous montre justement la construction de l'Observatoire de Paris. C'est un carton de tapisserie qui est très important puisqu'il a presque 2 mètres, 3 mètres de haut, ce tableau sur 5-6 mètres de large. Vous avez Louis XIV au centre, hein, ici, avec Colbert que nous reconnaissons bien. Et c'est en fait... la création de cet observatoire est réclamée, et ce qui est amusant, regardez, c'est que l'astronome Adrien Auzout, qui était très connu à l'époque, que vous connaissez moins bien, en revanche, vous avez beaucoup entendu des 4 générations de Cassini qui vont travailler à l'Observatoire de Paris et qui vont largement diriger cet observatoire. En revanche, cet Adrien Auzout va exposer dans une dédicace au roi le pressant besoin qu'il y a justement d'un observatoire. Et il commence cette introduction en disant « Il y va, sire, de la gloire de votre majesté, de l'établissement d'un observatoire astronomique. » Donc vous voyez qu'il a très bien su faire sa cour. En fait, ce carton de tapisserie du peintre Testelin devait être inclus dans l'ensemble des tapisseries de l'histoire du roi. Et cette histoire du roi qui va être réalisée plusieurs fois jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, finalement, le carton restera dans les cartons, c'est le cas de le dire, sous forme d'une magnifique toile. Donc, voici le plan de l'Observatoire de Paris. Malheureusement, l'Observatoire de Paris ne va pas jouer pendant une décennie un très très grand rôle parce que les académiciens vont trouver que le lieu pour aller y travailler tous en commun, qu'on soit mathématicien, qu'on soit astronome, physicien, c'était un peu loin. Nous sommes, avec l'Observatoire de Paris, carrément en dehors. C'était la campagne à l'époque, hein, cette campagne de Vaugirard. Voilà la deuxième salle après le tableau que je viens de vous présenter de la fondation de l'Académie où on a réuni à l'exposition. Je ne vais pas vous faire une visite de l'exposition, ne vous inquiétez pas. J'ai juste mis ça pour vous montrer. C'est peut-être la seule salle qui est un tout petit peu plate par rapport à l'interactivité de tout l'ensemble parce qu'on a voulu quand même y montrer, bien qu'on les trouve dans d'autres endroits, une partie de tous les membres de la cour qui ont joué un très grand rôle dans l'évolution des sciences et qui ont travaillé et aidé également à la construction de Versailles. Alors, nous avons par exemple ici, mais je vous la montrerai à la fin, si je retrouve ma flèche, nous avons Madame de Pompadour. Pourquoi? Nous en parlerons tout à l'heure. Parce qu'elle a accepté que Testelin, au-dessus de sa tête, là, qui était son médecin particulier, qui était à la fois un botaniste et un médecin, et qui va énormément s'occuper de plusieurs articles dans l'encyclopédie, va rédiger plusieurs articles dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ce docteur Quesnay, son médecin particulier, elle va lui donner un entresol au-dessus de son appartement quand elle habitera au château à Versailles, au château, non pas tout à fait dans les hauteurs, mais quand elle n'est plus la maîtresse du roi, au rez-de-chaussée. Et à ce moment-là, Quesnay, elle va donner à Quesnay cet appartement d'entresol où, pendant des années, il va recevoir les membres de l'encyclopédie et beaucoup de scientifiques, dont Diderot, dont Voltaire, vous voyez, des philosophes aussi, bien évidemment.
Alors, voici encore. Alors, ça, c'est tout simplement une petite partie du tableau de Testelin pour montrer les débuts de la construction de l'observatoire par Levaux. Et puis le voilà à l'heure actuelle. Mais vous voyez, regardez, c'est une photo actuelle. Regardez à quel point ce quartier est encore très vert. Pendant très longtemps, il y a eu encore des couvents. Et il y a encore quelques infrastructures de couvents et d'hôpitaux qui ont gardé beaucoup de verdure. Ce sont les globes de Coronelli. Je vais m'arrêter un petit peu dessus. Ils sont là sous la verrière du Grand Palais. Vous savez qu'au moment de leur restauration, il y a 5 ans, on les a représentés au grand public dans la verrière du Grand Palais, hein, oui, dans la principale verrière. Donc, je voulais... Alors, nous allons continuer en reparlant. Alors là, je viens d'en parler, on en reparlera tout à l'heure. Enfin, d'en parler, c'est pas beaucoup, j'ai nommé seulement que l'observatoire, pendant une petite centaine d'années, au début, ne va pas réellement fonctionner comme aurait souhaité pour toutes les expériences et les observations, comme l'aurait souhaité Louis XIV et Colbert. Et que finalement, beaucoup de ces messieurs, astronomes, physiciens ou chimistes, vont se construire personnellement, souvent, bien évidemment, avec l'aide royale, parce que l'Académie des sciences va être dotée financièrement, royalement, hein, grâce au roi et à Colbert, et beaucoup de ces messieurs auront leur laboratoire particulier et ne voudront pas se rendre à l'observatoire. En revanche, l'observatoire va être squatté, entre guillemets, d'une façon totalement positive par par 4 générations d'astronomes qui sont la famille Cassini, père, fils, petit-fils, frère, et nous allons en avoir comme ça 4 générations, et dont le Cassini III sera l'un des professeurs et qui va initier Louis XV jeune à l'astronomie. Alors voilà les globes de Coronelli. Vous savez qu'ils ont été très rapidement, ils ont été offerts au roi. Ils ont des dimensions très très importantes et qu'ils vont être installés. On va sacrifier l'un des pavillons de Marly pour les installer dans les années 80, 1680. Alors revenons un petit peu. Alors, vous avez, ça c'est le globe céleste et l'autre c'était le globe terrestre. Un peu avant Louis XIV, il y a quand même deux acteurs, deux fondations qui vont jouer également un grand rôle et sur lequel vont s'appuyer beaucoup de savants par la suite et principalement des médecins et des botanistes. C'est le Collège royal, qui est l'ancêtre de nos collèges de France, et c'est le Jardin des plantes ou le Jardin du roi, ou si vous préférez le Jardin des plantes médicinales, qui est devenu notre muséum de sciences naturelles, donc au Jardin des plantes. Et ce sont des créations beaucoup plus anciennes que le XVIIe siècle. Le Collège royal est créé par François Ier en 1530 à l'instigation de Guillaume Budet pour enseigner 3 disciplines complètement ignorées de l'Université de Paris, qui surtout se contentait beaucoup de théologie. On va y enseigner l'hébreu, vous voyez que c'est très moderne, sous François Ier, nous sommes en 1530, l'hébreu, le grec et les mathématiques appliquées. Et rapidement, l'enseignement va s'étendre à 10 disciplines, dont la médecine et l'arabe. Donc vous voyez que c'est vraiment très nouveau. Et ce qu'il y a d'encore plus nouveau, c'est que les chaires d'enseignement dépendent absolument pas de l'université de Paris, elles dépendent complètement du roi et l'enseignement est libre. Du reste, au Collège de France, on continue. Vous pouvez y aller comme vous voulez, même sans vous inscrire. C'est libre et premièrement, c'est la première fois que c'est en français. Ce n'est plus en latin. Hein. Comme à l'Université de Paris, ça sera presque jusqu'à la Révolution que l'enseignement sera en latin. Deuxième fondation, 100 ans presque plus tard, c'est le Jardin royal des plantes médicinales, qui est un jardin des plantes qui sera créé par Guy de la Brosse en 1635 et qui recevra
sa consécration et lettres patentes et règlements 5 ans plus tard, en 1640. Ce Guy de la Brosse est le médecin de Louis XIII. Et c'est lui qui va beaucoup insister, avec également Héroard. Vous savez que Héroard sera le médecin de toute l'enfance de Louis XIII, du jeune Louis XIII, et que Héroard écrira le journal au jour le jour des maladies et du comportement du jeune Louis XV, dont il s'occupera absolument comme un père, surtout après le décès d'Henri IV. Donc, voilà les deux créations très très importantes qui vont jouer un rôle. Alors bien évidemment que le projet de jardin de plantes médicinales va rencontrer de nombreuses oppositions, notamment de la part de la faculté de médecine de l'Université de Paris, qui y voit un concurrent à son propre enseignement, d'autant que les cours, là également, sont ouverts à tout le monde et donnés non en latin mais en français. Et alors, la concession que va faire le roi pour essayer de ne pas mettre à dos toute la faculté, l'Université de Paris et principalement la faculté de médecine et de théologie, c'est que l'enseignement, que ça ne dispensera aucun diplôme. Hein. Donc l'enseignement est libre, n'en dispense aucun diplôme. Et alors, vous vous rendez compte de la Révolution, c'est qu'il y avait 3 postes de professeurs, donc 3 départements, et justement, je vais vous les montrer. Alors, voilà la gravure qui vous montre ce qui aurait dû devenir le Collège de France ou le Collège royal complètement construit. En fait, vous n'aurez que cette aile, et finalement, le Collège de France actuel va remplacer quelque chose qui était que des bâtiments, puisque ce magnifique bâtiment du XVIIe siècle ne sera jamais réalisé, qui était un peu hétéroclite, c'est celui que nous avons construit à la fin du XIXe siècle. Alors, voici le premier bâtiment, voici ce premier jardin des plantes, hein, qui deviendra notre muséum de sciences naturelles. Et entre autres, nous allons voir qu'au Jardin des plantes, puisque je vous ai dit qu'il y avait 3 chaires, botanique, anatomie et chimie, vous allez avoir beaucoup de personnages qui sont à la fois des médecins, des chirurgiens aussi, et des botanistes surtout. Et si vous regardez la première ligne sur votre gauche, vous avez ici, vous avez Vallot, qui sera le 2e médecin de Louis XIV. Son successeur sera Fagon. Ils sont tous les 2 botanistes et médecins, surintendant justement de Poirier. Et puis, ça y est, elle est repartie. Il y a Chirac en dessous, qui sera un des chirurgiens justement sous fin Louis XIV, Louis XV. Et puis Chicoignot aussi, Chicoignot, vous voyez. Mais si vous regardez un petit peu plus loin, vous avez Guy de la Brosse comme intendant, il sera le fondateur. Regardez, Buffon est intendant en 1739. De Bernardin de Saint-Pierre, là. Et puis là, encore Guy de la Brosse qui est aussi professeur. Alors, l'extérieur des plantes que vous avez là, c'est la botanique. Hein? La chaire de chimie. Vous avez aussi comme sous-démonstrateur, regardez, Bernard de Jussieu. Antoine Laurent de Jussieu, un de leurs neveux. Les Jussieu sont 3, Bernard, Antoine et Joseph, qui va être un grand explorateur. Et parmi tous ces personnages assez importants, ils sont tous polyvalents. C'est-à-dire à la fois médecins, certains sont physiciens, botanistes. Et là, je voulais vous montrer chair intérieure, regardez, de l'intérieur des plantes. C'est quoi ? C'est tout simplement l'anatomie. Et on pouvait... Ce qui est très important, c'est que l'enseignement était libre. Il était donc en français. Vous vous rendez compte de la faculté de médecine qui donnait tout en latin. Pensez aux médecins de Molière, qui était un peu sclérosante. Et nouveauté, au Jardin des plantes, on enseigne à la chaire d'anatomie la circulation du sang. Hein, de William Harvey, c'est tout nouveau. Or, nous savons qu'en pleine à cette époque, c'est la querelle, la lutte entre la faculté de médecine ancienne, donc dépendant de l'Université de Paris, qui ne veut pas reconnaître la circulation du sang.
Donc pourquoi, en fait, et Louis XIV et Colbert vont soutenir ce jardin du roi avec tout cet enseignement et vont aller y prendre leurs médecins. Et pensez aussi que la faculté de Montpellier était très avant-garde, qu'elle enseignait, elle est plus ancienne, la faculté de Montpellier de médecine, excusez-moi, j'ai été peu claire, est plus ancienne que celle de Paris. Elle a presque 100 ans avant, et elle enseignait également la circulation du sang, et elle acceptait également, elle avait une chaire de dissection. Les médecins pouvaient disséquer, or ce qui ne se faisait pas à Paris. Les médecins ne disséquaient pas. Ils donnaient ça, c'était vraiment la basse besogne, c'était fait pour les barbiers chirurgiens. Ah oui, alors très rapidement, je vais vous parler des premières écoles d'ingénieurs, parce que c'est au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, que la royauté va soutenir le développement d'un enseignement au service de l'intérêt public, visant à former des cadres de la nation dans un contexte vraiment de développement rapide, et on en aura besoin énormément. Je pense, et je ne fais que vous les citer, parce que ce n'est pas tout à fait mon propos, mais il est intéressant de savoir les dates de leur fondation. L'école des ponts et chaussées, qui est fondée par un arrêté du roi Louis XV en 1747. L'école royale du génie de Mézières, consacrée à la formation des ingénieurs militaires à partir de 1748. L'école recrute sur concours uniquement dans la noblesse. Il y a des cours de mathématiques, des levées de plans et des dessins de fortification. Et puis, la fondation de l'école royale des mines en 1783, c'est beaucoup plus tardif. Mais vous savez, c'est cette fin du XVIIIe siècle où on développe beaucoup l'industrie des mines et dont l'enjeu humain est très important. Il y a un enjeu humain, il y a un enjeu économique et géopolitique. Et puis, ça, nous allons en reparler plus longuement, parce qu'en une heure, c'est très difficile de tout évoquer. C'est la création de 1772 à Lyon, puis en 1766, des premières écoles vétérinaires. En 66, c'est à Maisons-Alfort. Donc, je vous ai dit 62 et 4 ans après, 66 à Maisons-Alfort. Nous allons en parler un petit peu plus loin. Et puis, le personnage que vous avez là, ah oui, c'est un botaniste, c'est un certain Tournefort. Ce Tournefort va être à la fois un botaniste et un grand voyageur. Et regardez, je regardais ce que j'avais mis après, il va faire non pas le tour du monde, mais voilà la carte de tous ses périples entre l'Angleterre, les Pays-Bas. Il part de Paris, Marseille, l'Espagne, et surtout il ira presque jusqu'en mer Caspienne, on peut dire, toute la mer Noire, donc la Turquie, pour aller faire des relevés de plants, chercher des nouvelles essences, et il va ramener beaucoup de graines qu'on plantera au jardin des plantes. Bon, je ne peux pas tous vous les citer, mais Tournefort sera aussi un des professeurs de botanique du jardin des plantes. Et puis l'abbé Bignon. C'est Bignon, oui, il n'y a pas d'air. Donc, cet abbé, je veux vous en parler très rapidement, mais il est très important. On le connaît peu. Jean-Paul Bignon est né à Paris en septembre 1662. Il est mort en 1743. Donc 62 à 1743, vous voyez qu'il a eu une longévité assez importante. Son œuvre est importante parce qu'elle va durer 50 ans. Mais vous allez me dire pourquoi et comment. C'est un homme d'église, c'est un grand commis de l'État. Il est prédicateur de Louis XIV et il devient son bibliothécaire. Donc, ce qui veut dire qu'il est très proche du roi. Mais de plus, c'est le petit-fils de Jérôme Bignon et il est surtout, ce qui est important, neveu du comte de Pontchartrain, qui deviendra le chancelier de Pontchartrain, donc garde des Sceaux, donc un proche du roi. Donc, il était le neveu d'un grand ministre. Et en fait, après avoir fait ses études au collège d'Harcourt, il est attaché à l'oratoire. On va se rendre compte que très très vite, quand il va devenir prédicateur de Louis XIV, il va commencer à jouer un très grand rôle. En tant, non pas que scientifique, mais de savant qui va coordonner tout l'ensemble.
Il est élu membre de l'Académie française, il devient en 99 membre honoraire de l'Académie des sciences, et il a pour charge de réformer cette Académie des sciences, et il devient en 1701 membre de l'Académie royale des inscriptions et médailles. Il en est le secrétaire de ces inscriptions et médailles de 1706 à 1742, à sa mort, et le roi va lui confier la tâche de mettre les règlements de mettre en forme le règlement de l'Académie des sciences et également des inscriptions et des médailles. Il va donc jouer un très grand rôle dans cette académie, mais surtout, il va être l'intermédiaire pendant assez longtemps. Il sera l'intermédiaire entre le roi, la cour et les scientifiques et les académies. Et surtout l'Académie des sciences. Il va donc jouer un rôle assez important. En quelque sorte, si je me résume, c'est un genre de ministre de la recherche et de la culture. Jean-Paul Bignon. Jean-Paul Bignon. Ces dates, je peux vous les redonner, 1662, 1743. C'est donc un proche de la famille de Pontchartrain. Alors maintenant, nous allons voir un peu comment Versailles a été un champ d'expérimentation. C'est finalement la construction de Versailles. Il faut aller très vite, il faut le faire bien, il faut trouver des artistes qui sont excellents. Et c'est donc l'excellence qui est mise au service du roi dans tous les arts artisanaux. Les marbriers, les tapissiers, les doreurs, les menuisiers, les sculpteurs, les stucateurs, etc. Donc, on va essayer de réaliser en très peu de temps, pendant toute la construction du château, c'est une véritable prouesse des différentes techniques et les métiers d'art. C'est ça qui est important. Mais là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous en avez déjà entendu parler. En revanche, je vais surtout m'étendre sur la découverte, en tout cas l'étude, qui va permettre énormément d'avances dans les sciences hydrauliques. Il faut amener de l'eau à Versailles. Le roi est impatient, il veut beaucoup d'eau pour ses jardins, il veut des fontaines qui jouent, je dirais presque 24 heures sur 24. Il y a plus de 1000 jeux d'eau qu'il faut alimenter, c'est un véritable défi. Et c'est là où une toute nouvelle science qui est en train de se mettre, de s'établir et de se moderniser, puisque grâce aux différentes lunettes et objets scientifiques, on peut obtenir des données beaucoup plus précises, c'est la géodésie, qui est la science destinée à tracer les cartes. C'est une science qui mesure et représente la surface terrestre et l'un des protagonistes, l'un des membres importants de cette géodésie, c'est l'abbé Picard. Jean-Félix Picard, qui est né en 1620, qui va mourir en 1682 à Paris, est un astronome et un géodésien français. Et nous allons nous apercevoir qu'il va jouer un très grand rôle dans l'installation des différents systèmes d'eau pour amener l'eau à Versailles. Il va être le premier à calculer le rayon de la Terre de façon précise en mesurant 1 degré de latitude par triangulation le long du méridien de Paris. En 1667 à 68, il travaille avec Adrien Auzout, qui est à l'origine de la création du conservatoire. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un astronome. Il est inventeur de la lunette à visée, donc Picard est inventeur de la lunette à visée, qui permet de réaliser des nivellements avec une précision de l'ordre de 1 cm par kilomètre. Et ça, c'est une nouveauté. Cette précision est très, très importante. Et grâce à ça, nous allons pouvoir petit à petit amener les eaux de Versailles. Voilà le domaine de Versailles, c'est la petite zone verte. Et la première pour amener les eaux, c'est premièrement, de 1663 à 1672, on se sert des eaux de l'étang de Clagny, qui sera asséché sous Louis XV en 1723 et qui se trouvait à la intersection de la rue du boulevard du Roi, et qui se prolongeait dans l'avenue du boulevard de la Reine, si vous voyez. Et là, l'eau était montée par un système de moulin à vent
regardez, cette gravure qui nous montre la pompe de Denis Joly, la voilà, et qui permettait d'arriver dans la grotte de Tétis un tout petit peu plus loin. Et vous avez juste au premier plan des petits chevaux et la grande mare, l'étang de Clagny. Hein. Ça, c'est la rue des Réservoirs ici. Hein. Et vous apercevez, regarde en fin fond de cette gravure de Pérel, vous avez le château est partiellement construit, il n'a pas encore le grand volume, il n'est pas terminé, hein, tel qu'il sera en 89. Vous avez, regardez l'église Saint-Julien, à la place du Grand Commun, le petit clocher. Ah, ma flèche, la voilà, vous voyez, ici. Je vous montre ce tableau qui est malheureusement, je ne suis pas arrivée, les pixels sont très mauvaises, on le fait exprès pour pas qu'on fasse de la reproduction en partant sur Internet chercher. Et là, il y a des droits de reproduction, c'est un ensemble de la RMN. Donc du coup, nous apercevons, ah oui, mais on ne le voit pas, vous les voyez un peu, vous? Vous voyez la pompe, je vous ai montré, et là, au fin fond, en montant sur Rocancourt, vous avez des moulins à vent. Vous les voyez? Oh, ceux des premiers rangs, mais pas les derniers rangs. Bon, enfin, vous êtes très gentils. Merci beaucoup. Et alors, regardez, donc ce premier système et ce deuxième système dont je vais vous parler vont amener l'eau ici. Dans la grotte de Tétis, c'est un peu bleu, c'est un réservoir. Et les deux réservoirs qui sont là, qui sont à l'emplacement de l'aile nord et de la chapelle, la dernière chapelle. Vous voyez? Alors, revenons. Voilà. Alors, le deuxième système, numéro 2, alors, ce n'est pas suffisant, bien évidemment. L'étang de Clagny va s'assécher beaucoup trop vite. Et puis, le roi a encore besoin. Et ce sont les installations des eaux de la Bièvre. On commence à amener, entre 1668 et 1674, on amène ces eaux de la Bièvre dans le réservoir de la grotte de Tétis. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, par un siphon en fonte qui remonte pour remonter sur le plateau de Satori. Et puis, le troisième système, voilà, 1675-1678, mais entre-temps, en 74 à peu près, on pense à la Loire. Et Riquet pense pouvoir, l'ingénieur Riquet pense pouvoir la capter, et en revanche, Picard vient démontrer in extremis, parce qu'on avait déjà donné à Riquet, on lui avait déjà accordé une subvention pour commencer les premiers travaux, et Riquet se faisait fort d'amener l'eau de la Loire jusqu'à Versailles. Vous vous rendez compte, c'était vraiment titanesque comme canalisation. Et heureusement, grâce à sa lunette avec précision, l'abbé Picard va montrer qu'en fait, la Loire est beaucoup plus basse que Versailles et qu'il était hors de question de faire un système par gravitation comme on l'avait fait pour les installations des eaux de la Bièvre, qu'on était en train de le faire pour les eaux de la Bièvre. Hein. Donc, tout de suite, on abandonne le projet de détourner la Loire. Les troisièmes, c'est d'amener les étangs de Trappes. Voilà. Donc, nous voici, donc entre 1675 et 1678, on va essayer de l'abbé Picard, spécialiste donc des relevés et du nivellement, remarque que les mares situées sur le plateau de Trappes et de Bois d'Arcy dans les Yvelines sont plus hautes que les réservoirs de Versailles, d'où celui de la grotte de Tétis également. Il fait barrer les deux gorges qui laissent couler leur eau vers la vallée de la Bièvre et aménage ainsi les étangs de Trappes. Vous savez, c'est la zone de loisirs de Saint-Quentin maintenant en Yvelines, où il y a des bateaux à voile, etc. Donc, les étangs de Trappes, de Bois d'Arcy et de Bois Robert pour alimenter en eau le parc du château de Versailles. Voilà. Alors, il y a deux rigoles qui assurent l'écoulement des eaux de pluie vers Versailles. Un aqueduc souterrain amène les eaux de l'étang de Saint-Quentin au réservoir Colbert. Et c'est cet aqueduc qui présente une pente de 2,93 m sur 11 km de longueur totale. Vous voyez. Troisième. Alors, ensuite, nous avons les étangs inférieurs, ici, donc avec l'aqueduc de Buc. Hein, qui va amener les étangs de Saclay
aqueduc mineur. Donc, on va se rendre compte que sur ce plateau de Saclay, on peut, par un système de rigole, et construire des étangs qui sont en fait, quand je vous parle d'étangs, tout ça, ce sont des réservoirs nouveaux. Les étangs n'existaient pas. Ce sont donc des réserves. Et à partir de ces réserves d'eau, de ces réservoirs, on va les amener par tout un système d'aqueducs. Alors, regardez l'aqueduc de Buc. Voilà la grotte de Tétis. Ça, c'est quand on va vouloir amener maintenant, j'aurais dû peut-être, parce que j'en ai pas encore parlé, enfin, ça n'a pas trop d'importance. Vous savez qu'on va renoncer à au détournement de l'Eure, mais que quasiment 2/3 étaient réalisés de l'ensemble. Donc une grande perte d'argent. Là, nous sommes à Maintenon. Voilà ce qui reste de cet aqueduc qui s'est un petit peu effondré. Donc, nous voici avec l'aqueduc de Buc qui ramène les eaux des étangs inférieurs, donc, dont je viens de vous parler, c'est-à-dire des étangs de Saclay, du Pré-Clos, d'Orsigny, de Troussalé et de Villiers. Bon, l'étang de Saclay existent encore. Certains ne sont plus en eau, mais d'autres sont encore visibles. Sont encore non pas des réserves d'eau, mais des étangs. Les 5e, c'est les étangs supérieurs. Alors, je dois vous dire aussi que là, sous les plans d'eau du château de Versailles, juste face à la galerie des glaces, voilà les réservoirs souterrains sous le parterre d'eau, le premier parterre d'eau tout de suite contre le château, qui existe toujours, puisqu'en fait, c'est une réserve d'eau et à partir de là, les eaux partent. Et puis, les étangs supérieurs, qui, là, donc, vont aussi jouer un très grand rôle, parce qu'on a toujours besoin d'eau, et 1683 à 1685, ils vont être construits. Et cette fois-ci, l'abbé Picard va être remplacé, puisqu'il vient de décéder, par Philippe de La Hire, qui est aussi un autre astronome physicien, et qui va continuer son œuvre. Et la création donc de ce 5e réseau gravitaire de captation des eaux. 9 nouveaux étangs artificiels s'étendant jusqu'au sommet du plateau qui va de Trappes à Maintenon, 60 km de rigole, sont creusés, toutes dirigées vers une rivière de 20 km de long, partiellement souterraine. Donc rivière artificielle, c'est un canal qu'on construit, c'est 20 km de long, partiellement souterraine entre l'étang de la Tour près de Rambouillet et les réservoirs de Montboron. Donc les étangs de Hollande que vous connaissez, les étangs de Rambouillet, sont toutes des réserves, des créations de Louis XIV, des réservoirs artificiels qui sont encore entretenus et que vous connaissez bien, qui sont des magnifiques lieux de promenade. Et puis nous en arrivons à la machine de Marly. Mais là, je vous laisse découvrir tout ça dans l'exposition parce que vous allez retrouver, vous allez voir par exemple cette peinture de Denis Martin. Tout d'un coup, on va la voir s'animer et on va voir monter l'eau jusqu'à l'aqueduc tout en haut. Vous voyez ? Ma flèche, voilà, jusque-là. Vous allez voir tout ce trajet s'animer, c'est une merveille. Je vous laisse découvrir ça dans l'exposition. Et ça, c'est une peinture du 19e siècle qui vous montre, après plusieurs machines de Marly, avant que la grande roue reste, avant que ça soit démoli en 1963. L'abbé Truchet, un autre abbé qui jouera un assez grand rôle. Il s'appelle Sébastien Truchet. Je voulais un petit peu vous l'évoquer parce qu'il va beaucoup s'occuper. En fait, c'est un carme. C'est un religieux carme qui est devenu très habile dans la construction de machines scientifiques de toutes sortes. Et il va finir par créer carrément une maison et d'enseigner à plusieurs personnes habiles de leurs mains à construire des objets scientifiques de toutes sortes qui vont de la lunette à des pentes douces, enfin des machines élévateurs, etc. Et il va participer à la construction du parc de Versailles parce que vous avez là, alors c'est un petit dessin, c'est très faible, ça vient des archives nationales. Malheureusement, l'encre a complètement pâli. Et c'est la machine à planter des grands arbres et à transporter. C'est surtout la machine à transporter des grands arbres. Alors, vous apercevez l'arbre ici, vous voyez, cette machine sur roue qui pouvait se déplacer, puisque vous savez
que Louis XIV va vouloir réaliser un parc et qu'il va faire venir pour que ça aille très vite et qu'il n'attende pas que ça grandisse naturellement, on fera venir des arbres qui avaient déjà entre 5 et 10 mètres. Donc on va déplanter des forêts entières. Donc vous comprenez très bien l'outillage qu'il va falloir créer de toutes pièces pour réaliser quelque chose qui n'avait encore jamais été fait. Donc on comprend à quel point Versailles joue un grand rôle. L'ascenseur. Ici, cet ascenseur que vous verrez fonctionner, parce qu'on en a reconstitué une maquette carrément, pas grandeur nature tout à fait, dans une des salles, dans la salle de la machine de Marly. Et c'est le dessin. Elle sera construite par Louis XV pour que Louis XV puisse accéder aux appartements sous comble où il installera Madame de Châteauroux, une de ses premières maîtresses, et il sera utilisé par la suite par Madame de Pompadour quand elle logera dans les hauteurs. Vous voyez, alors c'est cette partie-là avec un contrepoids que la personne assise, mais vous la verrez beaucoup mieux dans l'exposition parce qu'il y a une petite banquette. Alors là, nous allons voir que la ménagerie va jouer un très grand rôle aussi, à la fois utilitaire et d'agrément. À la ménagerie, on y croise pêle-mêle. C'est une des premières créations. Le bâtiment que vous avez là a été construit par Levaux. Nous sommes en 1668. Vous avez pêle-mêle à la fois des perdrix de Barbarie, des gazelles, des flamands, des poules sultanes, des vaches de Hollande, autruches faisant des demoiselles de Turquie, qui sont un type d'autruche un peu avec des petits plumets de chaque côté comme des favoris, c'est assez amusant. Et en fait, on y trouvait à la fois la ferme utilitaire, où l'on pouvait faire des croisements pour améliorer les races, mais également, nous allons voir qu'on va y réunir. On a fait en virtuel la reconstitution de cette ménagerie qui a complètement disparu. Voilà une autruche amusante. Vous savez que pour la France et pour les contemporains, cet oiseau n'était quand même pas courant dans les pays d'Europe. Donc, c'était tout à fait inconnu. Alors, dans cette ménagerie, il y avait aussi beaucoup d'animaux qui étaient des dons ou des achats royaux, mais surtout des dons des diplomates et des ambassadeurs étrangers, comme l'ambassadeur du Siam, comme d'Éthiopie, etc. Des animaux un petit peu, donc il y avait des tigres, des lions. Bien évidemment, il y avait une mortalité très importante, on ne savait pas les soigner, on ne peut pas dire qu'il y ait eu encore une science vétérinaire, beaucoup de décès, et c'est ainsi qu'on va, du fait de cette mortalité, décider de disséquer et d'analyser ces spécimens qui venaient de décéder. Et on va les disséquer la plupart du temps dans une des grandes salles de la rue Vivienne où était l'Académie des sciences, où était logée l'Académie des sciences, donc près de la rue de Richelieu. Claude Perrault, que vous connaissez les contes de Charles Perrault, mais Claude Perrault, son frère, est médecin, est un anatomiste et est architecte. Vous savez qu'on était très polyvalent. Et Claude Perrault fait partie des savants. Charles, son frère, est intendant et commis des bâtiments et travaille sous les ordres de Colbert. Tandis que Claude, qui est médecin, anatomiste et architecte, et qui va construire la fameuse colonnade du Perrault, enfin je vous résume, c'est pas tout à fait lui qui l'a construit, mais enfin il va donner aussi beaucoup de dessins. Et ces savants vont donc disséquer. Du reste, ce pauvre Claude Perrault va mourir en ayant contracté lors d'une dissection une maladie infectieuse qui va l'entraîner jusqu'au trépas. Donc, l'on dissecte et on commence petit à petit à faire une analyse comparée de tous ces animaux avec également la race humaine. Le roi est très intéressé à ces dissections et un jour où on fait ça sur place, tout simplement parce que c'est un éléphant qui vient de mourir et Louis XIV arrive pour assister justement à la dissection de cet éléphant et il s'étonne de ne pas trouver comment on pourrait dire, le médecin ou le chirurgien ou le botaniste qui est en train de disséquer. Et on lui dit courtoisement qu'il est déjà arrivé mais qu'il est à l'intérieur de l'animal. Ça, c'est vraiment la petite anecdote. Alors, quelquefois,
le roi donne l'ordre de ne pas disséquer en souhaitant faire naturaliser les animaux. Et ce sont les animaux que nous retrouvons maintenant aux sciences naturelles. Alors là, quand même, revenons un peu en arrière. Oh là là, le temps passe trop vite. Je veux vous montrer ce fameux que vous avez dû voir hier dans Racine et des ailes. Vous avez vu comment il a été 505 kilos. Hein, donc on a pu le déplacer. Et il vous accueille à Versailles, donc pour l'exposition. Il a été donné au roi, il vient de Pondichéry. Il a été offert au roi par une ambassade à Louis XV. Il est arrivé par la Seine. Hein, et je crois qu'il est arrivé non par Cherbourg. Et ensuite, on l'a transporté, on l'a mis par bateau la Seine, et il est arrivé jusqu'à Versailles. Il a donc vécu dès 1755 à la ménagerie du château de Versailles jusqu'en 1793. Il va être tué malencontreusement quand la ménagerie va être envahie par quelques sauvages, on peut dire, au moment de ces périodes troublées, qui vont massacrer pas mal des animaux de la ménagerie, qui leur avait absolument rien fait. Il sera donc tué en 93, et on va donner l'ordre, heureusement, on va donner l'ordre de le transporter au Jardin des Plantes, et il va être naturalisé. Et vous avez vu hier dans Racine et des ailes que la personne qui s'est occupée de le nettoyer et de voir si tout allait bien, la naturalisation n'a pas bougé. Elle date de 1794. C'est quand même assez extraordinaire. Et vous allez voir le monstre, la pièce. Cette exposition est aussi très intéressante parce que la mise en scène vous fait rêver. Et là, nous sommes dans la salle qui veut évoquer tout simplement le potager du roi et les serres chaudes du potager du roi, ainsi que les serres chaudes que Louis XV avait fait installer dans son jardin botanique de Trianon. Alors, je dois vous dire que le potager du roi, avec la Quintigny qu'il va le créer, il sera en construction de 1678 à 83, avec les frères Lenormand deux générations de Lenormand qui vont succéder à la Quintigny. Ils vont essayer non seulement créer des serres chaudes, mais essayer d'acclimater des essences qui n'existaient pas en France ni en Europe. La culture de l'ananas. Le roi aura des ananas sur sa table. Le caféier, on va construire des serres chaudes et des figueries, c'est-à-dire pour les figues, etc. Et Louis XV continuera ses performances en s'intéressant personnellement aux serres chaude qu'il va faire construire dans son jardin de Trianon, jardin botanique démoli complètement pour installer le jardin paysager de Marie-Antoinette. Louis XVI ne va pas non plus, s'il se désintéresse un peu du potager du roi, également de la ménagerie, parce que la ménagerie au XVIIIe siècle va végéter complètement. Beaucoup d'animaux avaient disparu, ne vivaient plus. Ah, j'ai oublié de vous dire que les quelques animaux sauvés en 93 à la ménagerie ont été tout de suite conduits au Jardin des Plantes, qui, après la Révolution française, ça a failli disparaître. La Convention voulait que ça n'existe plus. Heureusement que des botanistes se sont battus pour leur école, on peut dire, pour ce site, et c'est devenu le Muséum de sciences naturelles. Et là, on a non seulement transporté une partie des magnifiques essences du jardin botanique de Louis XV, qui avait été déménagé à l'époque de Marie-Antoinette et à l'époque de la Révolution française, et également le potager du roi. Tout ce qui était assez intéressant au potager du roi va être transporté au Jardin des Plantes. Donc là, à ce niveau, il n'y aura pas beaucoup de pertes. La création, c'est Louis XVI qui va créer les fermes de Rambouillet, avec l'implantation du mouton de Mérinos. Vous savez que ce qu'il en reste à l'heure actuelle, la ferme qui est toujours opérationnelle, les Mérinos de Rambouillet sont les seuls de l'espèce espagnole qui existent encore. Il n'y a plus rien en Espagne. Alors, les écoles de vétérinaires, la petite écurie
qui va créer une école, un centre équestre très très important. Vous savez que l'école d'équitation de Versailles va rivaliser avec celle de Vienne et celle de Madrid à cette époque-là. Et petit à petit, c'est mordu du cheval, on peut dire, cette aristocratie et cette école équestre formée des jeunes pages et des écuyers, et vont en être malades de faire du dressage et de perdre leurs animaux, c'est-à-dire les chevaux. Et petit à petit, les maréchaux ferrants, car les chevaux étaient soignés uniquement par les maréchaux ferrants, et on peut dire que leur science était plus que limitée, hein. S'ils s'occupaient bien des sabots des chevaux, dès qu'il y avait d'autres soucis, c'était vraiment très très difficile. Mais cependant, justement à Versailles, on va avoir deux générations d'hommes exceptionnels, Étienne Guillaume Lafosse et son fils Philippe Étienne Lafosse, tous deux maréchaux ferrants à Versailles, qui vont faire vraiment progresser l'art de soigner les chevaux. Parallèlement, en 1762, vous avez à Lyon Claude Bougelat, qui est un écuyer, Bougelat avec un T. C'est un écuyer qui a fait des études, avocat aussi, et qui va se passionner de cheval et qui était très très bien introduit dans les allées du pouvoir, et particulièrement qui était un ami du ministre des Finances de l'époque, Bertin, et qui va arriver à être introduit à Versailles et pour créer l'école vétérinaire de Lyon, qui va être la première école mondiale de vétérinaire. Et 4 ans plus tard, nous allons avoir à Maisons-Alfort une autre école vétérinaire qui va aussi également se créer. Les deux écoles vont être un peu en rivalité, mais Claude Bourgelat va également donner des cours à Maisons-Alfort. Alors, l'anatomiste, celui qui va être le plus performant et le plus connu, et qui va donner son nom aussi, c'est l'anatomiste Honoré Fragonard, qui est un cousin d'Honoré Fragonard le peintre, qui est également de Grasse. Hein. Donc, d'où confusion. Et vous avez à l'école vétérinaire le musée Fragonard, qui n'a rien à voir avec la peinture, où cet anatomiste a légué absolument toutes ses collections. Et en voilà un exemple. Vous verrez dans l'exposition, on parle aussi des apothicaires, les rois, mais ça, je laisse ça parce que nous allons en parler dans les maladies de Louis XIV, les médecins de Louis XIV, ces apothicaires. Donc, un petit peu plus tard, on va développer. C'est l'apothiquerie, c'est des pots de pharmacie d'une partie de l'apothiquerie de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, qui est toujours à Saint-Germain-en-Laye et qui a été prêté pour l'exposition. Vous savez que l'opération de la fistule du roi, qui va accepter qu'on s'exerce sur son corps, c'est le cas de le dire, et c'est le premier chirurgien du roi, Félix de Tassy, qui va être obligé de créer pour une opération qui n'a pas encore eu lieu des nouveaux instruments, dont ceci dit, ça ne vous fait pas rêver du tout, je pense, et regardez cet écarteur pour la fistule du roi, aussi conçu par ce Félix de Tassy et qui provient du musée de la médecine, qui a été prêté par le musée de la médecine. Vous savez que le roi va aussi se rendre compte que la mortalité infantile, les guerres ont besoin d'hommes, l'économie a besoin de bras dans les campagnes, et que cette perte, c'est-à-dire ce taux de mortalité infantile, est une véritable catastrophe, presque 50% des bébés. Et on va donc, et principalement à la naissance, du fait très souvent de l'incompétence des matrones. Les sages-femmes le sont un petit peu plus, et le roi va demander à une sage-femme réputée, Marguerite Ducoudray, de créer une école et de créer un enseignement. Et c'est une poupée de chiffon qui vous montre, excusez-moi, l'utérus d'une femme avec le fœtus qui est en train de sortir. Et elle va créer justement un tas de petites poupées comme ça pour essayer d'enseigner à ces jeunes femmes, ces sages-femmes. Le potager du roi, je vous en ai parlé.
Voilà le plan du jardin botanique de Louis XV, vous voyez, avec les serres chaudes ici. Le Trianon est déjà construit, hein, nous sommes en 83. Voilà le Trianon, mais vous voyez que tous les jardins, ce ne sont pas du tout des jardins paysagers, ce sont des jardins bien dessinés, qui sont tout simplement des jardins botaniques où toute la culture est là. Regardez les serres de pêcher, ici. Hein. Et vous avez là un jardin à la française, voici le lavoir, les cours, enfin bref, et là toutes les plantations jusqu'au grand réservoir du Trèfle et les glacières. Voici Monsieur Permentier. Voici un tout petit tableau que vous verrez dans l'exposition qui vous montre le jeune Louis XV avec le régent, le cordon bleu du régent debout, et le régent est avec les professeurs du roi et assiste à un cours de géographie. Alors, vous verrez dans l'exposition aussi un homme important, c'est l'abbé Nollet, puisque nous allons voir, mais je vous en reparlerai, mais vous inquiétez pas, j'ai l'air d'aller un petit peu vite, ça y est, j'ai presque terminé, mais la fin de ma conférence, nous allons la développer largement dans l'éducation des princes à partir de 7 ans. Hein, je vous fais aussi l'éducation, non pas des princes, mais la petite enfance des princes de 1 à 7. Et puis quand le prince passe au gouverneur et quitte le giron des gouvernantes et des femmes. Donc l'abbé Nollet va être un personnage d'importance et je vais vous en reparler longuement, donc en 2011, c'est ça, avec justement... ce religieux va, très habile de ses mains, comme l'abbé Truchet, mais à une génération, enfin disons à quelques décennies de décalage, l'abbé Nollet va devenir académicien, va installer des laboratoires de construction d'instruments scientifiques, et voilà l'instrument, le pneumatique de l'abbé Nollet. Vous verrez que ces instruments collectionnés par les scientifiques, le roi, les princes, sont d'une qualité extraordinaire. Regardez ce microscope, c'est à la fois un objet d'art et un objet scientifique. Ce microscope a été offert par Louis XV à son beau-père Stanislas. Il est dans l'exposition. Beaucoup de ces objets viennent du CNAM ou de l'école polytechnique. À Versailles, encore un autre objet que je vous représenterai, c'est une map monde avec la Terre quand il est fermé, les fonds marins avec les nouvelles données. Le roi Louis XVI va le commander pour l'instruction de son fils aîné, le dauphin, en 1783. Le miroir ardent, présenté à Louis XIV à Versailles. Voilà des inventions qui vont quand même éblouir et séduire le roi. Ce miroir ardent de Villette, qui, en concentrant les rayons, vous allez le voir, celui qui existe encore, qui est conservé à l'Observatoire de Paris, a été transporté jusqu'à Versailles. Et effectivement, il éblouit un peu avec les projecteurs qui nous le montrent quand on est sur place à l'exposition, on voit. Et le roi va être complètement fasciné par le fait qu'on peut allumer un feu, un éclairage, et que la pièce se trouve tout enluminée. Voilà celui qui a été prêté. Et puis l'abbé Nollet va construire des machines électriques et va faire des démonstrations en réunissant tantôt 70 gardes, tantôt 150, et il va faire passer dans la galerie des glaces, les démonstrations auront lieu dans la galerie des glaces, il va faire passer le courant électrique, il demandera à toutes ces personnes de se tenir par la main, de faire une chaîne reliée à la machine, et il leur fera passer des décharges, très agréables. Je dois vous dire que le jour de l'inauguration, il y avait des physiciens qui sont venus, parce que bien évidemment que cette exposition n'a pas été faite uniquement avec l'aide de conservateurs, dont beaucoup d'entre eux vous diront ce n'était absolument pas nos domaines, et en revanche, il y a des astronomes de l'Observatoire de Paris qui sont venus, des gens du CNAM qui sont venus, des professeurs de l'école polytechnique qui sont venus, enfin bref, c'est très intéressant, et que tout le catalogue a été fait en fonction des connaissances de chacun.
La carte de Cassini, donc, que vous verrez, c'est Louis XV qui va commander la carte de la France par les frères Cassini. Voilà cet automate absolument fabuleux. La légende dit qu'elle représente Marie-Antoinette. Il va être acheté par Marie-Antoinette. C'est la joueuse de tympanon. Alors, allez sur Internet, vous allez la voir jouer. Vous allez la voir en action. Et puis, vous voyez que Versailles est bien un lieu de démonstration de science, puisque les frères Montgolfier, après leur expérience au mois de mai à Annonay en 83, 1700 bien évidemment, hein, ça avait été ébloui, certains scientifiques de l'Académie des sciences vont être séduits et vont proposer au roi Louis XVI que les frères viennent faire leur démonstration dans la cour du château de Versailles. Il y avait du monde absolument partout, y compris sur les toits des ailes des ministres, et c'est le premier vol, vous savez que c'est un ballon gonflé à l'air chaud, tandis que le physicien Charles faisait par les gaz, hein, donc deux techniques un peu différentes, et que c'est la première fois qu'il y a un vol d'êtres vivants, puisqu'il y avait un mouton, un canard et un coq, ou une poule, un coq je crois, et qu'ils ont quand même volé sur 4 kilomètres, hein, avant d'atterrir juste à côté. Vous allez sûrement me le dire. Non, pas la Muette, c'était trop loin. Non, tout juste à côté, 4 kilomètres. Vaucresson, voilà, merci. Et puis le baquet de Mesmer, vous savez, ce médecin autrichien qui croyait au magnétisme et au fluide, et il avait un tel succès pour guérir ses malades qu'il va construire ce baquet qu'on appelle le baquet de Mesmer, et où toutes ces malades étaient, il y avait surtout des femmes, toutes ces malades étaient autour de ce baquet qui était rempli de tessons de verre, de limailles et de bouteilles orientées vers le bas, vers le haut, reliées par ces tiges, voyez ces tiges que vous avez là, et chacune d'entre elles tenait une tige, et les Mesmer et ses aides les reliaient aussi avec ses cordes, voilà. Et puis on rentrait en transe, le fluide passait, le magnétisme, et on posait la tige de fer sur la partie malade. Pour les expéditions maritimes, les découvertes de terres nouvelles, si vous voulez. Et là, nous le voyons au château en train de montrer, en fait, la Pérouse est en train de montrer à Louis XVI l'itinéraire de son expédition, dont ce pauvre la Pérouse ne reviendra pas. Vous savez que c'est en 88 qu'on perdra sa trace. Ça, c'est le docteur Quesnay. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est à vous, pour Madame de Pompadour, pour l'ascenseur, non pas l'ascenseur. Bon, enfin, le docteur Quesnay sera le médecin de Madame de Pompadour et un très grand savant. Et il va donner, je vous ai dit, énormément de notices rédigées pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Voilà. Alors, c'est la marquise du Châtelet. Il fallait aussi quelques grands personnages. Le duc de Chaume, que vous verrez dans l'exposition, qui va aussi construire et améliorer des lunettes, des microscopes. On verra justement 2 microscopes qui sont de la main du duc de Chaume. Ce pauvre duc de Chaume n'est pas arrangé parce qu'on a mis on a mis la peinture de Nattier et il est déguisé en Hercule. Il est carrément presque tout nu en Hercule avec une peau de bête et il est complètement fardé. Ça ne le met pas en valeur. Quand on dit c'était un excellent scientifique et un excellent physicien, ça nous fait éclater de rire. Voilà. Je termine sur Émilie Tonnelier du Breteuil, marquise du Châtelet. Vous savez que ça a été une très grande mathématicienne. Du reste, elle est représentée ici avec un compas. Alors, je vous laisse quand même un petit peu de temps pour les questions. Vous voyez, j'ai été un peu longue, mais on complétera beaucoup dans différentes cours les prochaines fois.